Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons la chance d'accueillir Yo-Yo Mag. Alors Yo-Yo Mag sont deux prénoms et noms qui suscitent intérêt et respect de tout amoureux des beaux-arts. Si notre intervenante a hérité du sens esthétique exceptionnel de son grand-père, Aimé Mag, créateur de la fondation éponyme à Saint-Paul-de-Vence en 64, eh bien Yo-Yo s'est imposé comme un acteur flamboyant de l'art contemporain français. Ayant fréquenté dans sa prime jeunesse la fine fleur de la production artistique de la seconde moitié du XXe siècle, je pense à Giacometti, Miro, Chagall, Braque et bien d'autres encore, elle a choisi Yo-Yo de servir à sa façon l'art avec talent, en ayant été administratrice de la fondation et de la galerie Mag et présidente de Mag Éditeur. Alors, son fidèle soutien des artistes contemporains a également permis l'émergence de créateurs, la star du japonais Aki Kuroda, avec lequel elle entretient une amitié depuis l'âge de 22 ans, ou encore le talentueux franco-hollywoodien Thierry Lefort. Alors, tantôt galériste, commissaire d'exposition, auteur, éditeur, enseignante, Yo-Yo s'intéresse avec bienveillance à la diffusion des œuvres des artistes qu'elle soutient. Et ce sont plus de 50 expositions internationales qui ont été réalisées à son initiative, alors au Centre Pompidou, à la Royal Academy de Londres, au musée de la Cité interdite de Pékin, c'était à Kikuroda, au musée d'Oolong de Shanghai, Opéra Museum à Istanbul, là c'était Miro, ou au Hakone Open Air Museum au Japon, là aussi encore Miro. Mais aussi dans certaines galeries ou lieux exceptionnels. Je pense aux dernières expositions Thierry Lefort aux galeries Guillaume et Fahrenheit à Paris en février dernier, au château Beaupin à Marseille, qui vient juste de s'achever, ou à partir du 16 mai à Bordeaux, au château Malraux. Et toutes ont rencontré un succès considérable. Alors, Yo-Yo a aussi publié de nombreux ouvrages, citons la monographie d'Aki Kuroda en 2002, Miro, Femmes et Oiseaux, Mag Éditeur en 2008, la Fondation Mag, L'Art et la Vie en 2010, et bien sûr, son best-seller, la saga Mag en 2014, ou des éditions Robert Laffont, qui a donné lieu à un documentaire d'ailleurs sur Arte. Alors, rappelons également que Yo-Yo a exercé des fonctions de magistrat à partir de 2003, juge consulaire au tribunal de commerce de Paris. Elle a présidé la 14e, puis la 12e chambre spécialisée dans le traitement des entreprises en difficulté. Yo-Yo Mag est également chevalier dans l'Ordre national du mérite. Enfin, notre intervenante dispense des cours dans divers établissements, la Sorbonne, l'ICAR, l'IESA, Drouot Formation, et ravit le public de ces passionnantes conférences. Ce soir, Yo-Yo a choisi d'évoquer pour nous les créations céramiques de Miro chez Artigas. Nous leur remercions vivement et goûtons notre chance. À vous, cher Yo-Yo, et merci. Que vous m'entendez, que tout va bien, que tout le monde est connecté. Bon, alors je ne suis pas à la campagne d'une façon bucolique ou quoi que ce soit. Je suis en plein accrochage effectivement de l'exposition Thierry Lefort qui commence après-demain au château de Malray. Très très bel endroit. Et voilà, j'étais vraiment jusqu'à il y a quelques instants dans l'accrochage et on reprend tout ça demain matin. Comme Catherine Trouvet l'a très gentiment dit en introduction, j'ai eu la chance de grandir parmi les artistes et un de ceux qui a le plus été présent dans ma jeunesse, dans mon enfance, c'est bien sûr Joan Miró. Alors Joan Miró, d'abord parce que c'était vraiment un artiste très, très, très proche de mon grand-père. Il passait plusieurs semaines, voire plusieurs mois chaque année à Saint-Paul. Et ça a été vraiment, mon grand-père a été son compagnon de route pendant des années. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler seulement de Miro, je vais vous parler d'un autre Catalan. Vous verrez à quel point les Espagnols ont compté dans l'aventure Mag, et que ce soit à la Galerie Mag ou à la Fondation Mag.
je vais vous parler d'un autre catalan, de Artigas. Alors, celui qu'on appelait Pepito, qui en réalité s'appelle Josep Lorenz Artigas. Je vais vous mettre, si vous en êtes d'accord, je vais enlever ma vidéo et je vais vous mettre des images. J'espère que tout ça va fonctionner. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de Miro et d'Artigas. Alors, ce qui est étrange avec ces Espagnols, c'est que bien sûr, ils se sont connus à Barcelone. Alors, Artigas a un an de plus que Miro. Il est né en 1892, Miro en 1893. Ils se sont connus jeunes à Barcelone, mais leur amitié, en réalité, date de Paris. Ils se sont connus à Paris. Le premier qui est venu, c'est Artigas. Il venait pour être céramiste. Il gagnait pas sa vie, il n'arrivait pas à survivre à Paris. Alors c'est là où c'est assez marrant. Comme il était doué à peu près en tout, eh bien, il a gagné quelques sous en faisant des films publicitaires pour les frères Prévert, pour Jacques et Pierre Prévert. Et il s'est installé dans le 15e arrondissement, rue Blomet. Et un an plus tard, Miro, qui était juste passé à Paris, vient s'installer à Paris. Donc là, on est en 1920 à peu près. Miro, il arrive à Paris en pile 1920. Et il s'installe également dans le 15e et également rue Blomet, dans l'atelier du sculpteur Gargalo. Et on voit qu'il y a cette communauté espagnole très très puissante, avec Picasso bien sûr, et notamment ces Espagnols ont amené une sorte de fraîcheur dans le surréalisme. C'est le grand moment du surréalisme, succédant au dadaïsme. On prépare à Paris, le Centre Pompidou prépare une grande exposition sur le surréalisme. On va voir à quel point euh, cette époque était libre et libérée et a exploré vraiment beaucoup d'expressions différentes. Euh, Artigas il va exposer à Paris en 1928, puis à Barcelone. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il expose d'abord à Paris, puis à Barcelone. Artigas, il est également critique d'art, il écrira beaucoup de livres, il écrira, il sera même presque journaliste d'art à l'époque, à Paris. Donc je vous dis, Miro se retrouve avec un Catalan truculent, type formidable, et très vite, Miro a envie de faire de la céramique avec Artigas, et d'autant que Miro a toujours utilisé des objets, notamment dans ses peintures surréalistes. Il incluait des galets, des cailloux, des pierres qu'il peignait. Donc il avait déjà un rapport, on va dire, presque minéral dans son œuvre. Il y avait comme ça des objets rapportés. Euh, à partir de 1940, euh, Artigas et Miro décident de travailler ensemble. Alors, je vous montre une photo. Donc voilà, Miro est à droite, Artigas est à gauche avec ce chapeau rigolo. Alors, on voit là que Miro, en fait, peint et dessine sur un vase qui est une forme, d'ailleurs assez caractéristique des vases d'Artigas, qui sont toujours des formes très pures, très souvent avec des cols très étroits, vraiment sublimement tournés. Et Miro, comme d'ailleurs Picasso, comme Dufy, alors Artigas par exemple a beaucoup travaillé pour Dufy, eh bien jusque-là, je peux dire jusqu'à Miro, la céramique d'artiste, c'était en réalité des motifs rapportés sur des formes, on va dire, assez conventionnelles. Euh, voilà les toutes premières euh, céramiques de Miro. Alors, le vase qui est à gauche, le très beau vase jaune, c'est effectivement la première céramique de Miro. Elle est signée Artigas 1941, Miro 1945, car on comprend bien que Artigas fait la forme et Miro fait ce qu'on pourrait appeler le motif.
on voit dans le vase qui est au centre, si je remets la diapositive précédente, non, j'y arrive pas, c'est en fait le vase, voilà, le vase sur lequel travaille Miro, le voilà. Et je vous ai mis à droite une peinture de 1941 de Miro, où on voit bien que c'est tout à fait les mêmes motifs qu'il reporte sur des céramiques. Alors, les petits numéros que je mets, c'est en fait les numéros du catalogue raisonné. Mais Miro, c'est bien sûr la couleur, c'est très important, mais il ne va pas s'arrêter là. Justement, il va utiliser la céramique comme un domaine supplémentaire, un territoire supplémentaire et non pas un support. Et très vite, dès 1945, il se met à faire des formes lui-même, toujours assisté d'Artigas. Et voilà les premières céramiques protéiformes. Euh, alors toujours, vous savez quand je dis vous savez, pour moi c'est une évidence, mais l'œuvre de Miro, euh, les deux sujets permanents dans l'œuvre de Miro, c'est la femme et les oiseaux. On voit bien les formes toujours très sexuées, hein. Si je remets, évidemment, on voit bien là dans ces motifs le sexe qu'il représente d'ailleurs presque toujours de la même façon, aussi bien sur le vase que sur l'oiseau migrateur qui est à droite. Donc c'est toujours la femme et toujours c'est entouré d'oiseaux. Alors, quand il reprend des formes et très vite de la couleur, et on voit bien qu'il va beaucoup, beaucoup plus loin que la majeure partie des artistes qui ont fait des céramiques. Alors, juste une petite parenthèse, là on est en 1945. 1945, c'est l'année d'ouverture de la galerie de mon grand-père, puisque la Galerie Mag à Paris s'ouvre en décembre 1945. Bon, la vie de mon grand-père, je la raconte, je peux y passer des centaines d'heures. Je fais régulièrement des conférences, c'est aussi l'objet de nombreux livres que j'ai faits, dont, comme le disait Catherine Trouvé tout à l'heure, la saga Mag. Donc en décembre 45, s'ouvre la Galerie Mag et Jacques Prévert, que papy a rencontré sur la Côte d'Azur, car mon grand-père a d'abord été à Cannes, puis ensuite à Paris, c'est Jacques Prévert qui va faire le lien entre mon grand-père et Miro. Et dès que mon grand-père qui veut exposer des artistes contemporains, même s'il fait l'inauguration de sa galerie avec Henri Matisse, ce qui est incroyable puisque mon grand-père est orphelin, donc il est vraiment parti avec rien. Sa galerie, il l'ouvre avec une exposition personnelle de Henri Matisse. Et très vite, il veut exposer des artistes contemporains et il veut exposer le surréalisme et il décide de monter avec Marcel Duchamp qui vit aux États-Unis avec André Breton une exposition pour l'été 1945 qui s'appelle Le surréalisme en 1947, pardon, été 1947. Donc la rencontre entre Miro et mon grand-père est la première, on va dire, réalisation vraiment de travail entre mon grand-père et Miro, c'est à l'occasion de l'exposition du surréalisme en 47. Là, je vous ai mis différentes photos de Artigas et de Miro, et ce qui est très important, vous voyez, dans la photo de droite, qui est pour moi un document très important, alors ça se passe à Gallifa, c'est un petit village montagneux au nord de Barcelone, toujours en Catalogne. On voit ce rapport que Miro a avec la nature. Et la céramique va s'inscrire plutôt comme un prolongement de sa passion de la nature. Alors, voilà l'exposition internationale du surréalisme en 1947. Mon grand-père, qui est vraiment euh, très engagé dans l'œuvre de Miro, lui confie de faire l'affiche, et ce sera la première lithographie éditée par mon grand-père de Miro, et on connaît la suite, ce sera plusieurs centaines, même 1500 éditions différentes qui seront faites de Miro chez mon grand-père. Alors l'exposition internationale du surréalisme, elle a révolutionné la planète. À gauche, vous avez l'affiche, et à droite, cette jeune femme qui est dans l'exposition, elle est allongée, elle est nue, 1947 quand même, hein, donc ça me fait voir les installations, les performances d'aujourd'hui avec évidemment un certain œil critique. Eh bien, derrière elle, il y a cette grande bande de serpents, quoi, cette espèce de serpent en tissu et qui est
une grande bande de tissu, une peinture sur tissu de Miro. Donc Miro participe non seulement pour faire l'affiche, mais bien sûr expose, et cette exposition a révolutionné absolument le monde de l'art, ça a défrayé la chronique, elle a été interdite aux mineurs, c'est-à-dire interdite aux moins de 21 ans, donc évidemment tout le monde s'est précipité. Et à partir de là, bien sûr que mon grand-père veut absolument exposer Miro. Alors je vais vous lire un court extrait de mon livre La Saga Mag, où j'explique vraiment comment Miro est, on peut dire, entré à la Galerie Mag. Aimé croit en Miro, il croit en l'homme. Pour sa participation à l'exposition surréaliste, Aimé lui offre d'être le porte-drapeau en réalisant l'affiche en litho. Aimé est emballé, il part immédiatement sur des projets immenses. Il met toute son ardeur, toute sa passion au service de son ami. Ainsi, dès 1947, est publié un des livres les plus fantastiques de la création du XXe siècle, Parler seul. Mag associe Tristan Tzara et Joan Miró. L'ouvrage est constitué de 77 lithographies originales en couleur, présentées sous coffret, une folie pour l'époque. Il ne vient même pas à l'idée de mon grand-père de calculer le prix de revient du livre pour en définir son prix de vente, tant cela rendrait le livre inaccessible. Mamie raconte. Pierre Loeb et Pierre Matisse avaient le contrat Miro. Et après la guerre, Pierre Loeb n'a pas voulu reprendre la moitié du contrat. Alors Zara est venu voir Aimé pour lui demander s'il voulait bien prendre cette moitié de contrat. C'était une très grosse somme et Aimé a accepté. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui ai dit oui, allons-y. Les tableaux sont arrivés peut-être 48 heures avant l'exposition. Mais ces tableaux se composaient de 3 rouleaux enveloppés de sacs très mal cousus. Et quand on a ouvert dans la galerie, on a défait ces sacs et qu'on a mis par terre, tous ces morceaux de Miro, il fallait voir ce que c'était. C'était quelque chose d'impensable. C'était des buvards brûlés, avec la cigarette déchirée, des morceaux de grosse toile sans châssis, sans rien. Enfin, là, par terre dans la galerie, il y avait de quoi se désespérer. Et nous avions l'exposition 2 jours après. J'étais tellement affolée de penser à la somme que tout cela représentait que je me suis mise à pleurer en disant, mon pauvre Aimé, nous sommes ruinés. Alors Lefebvre Fouanet, adorable comme toujours, est arrivé avec des ouvriers. Nous avons travaillé jour et de nuit, sans arrêt, pour nettoyer, encadrer. Une fois sur les murs, ce fut la plus belle des expositions que nous ayons jamais faites. Voilà bien ma grand-mère, d'abord inquiète, ensuite enthousiaste. L'exposition s'ouvre le 16 novembre 48. Au vernissage, on croise Braque, Picasso, Chagall, Reverdy, Malraux, Éluard, Bovard, Sartre, Christian Dior, Maria Cazares. Le catalogue derrière le miroir présente des textes de Queneau. Au cimet sont accrochés L'Espoir, Femme et oiseau, Étoile, Femme et oiseau devant la lune. La galerie présente aussi 54 céramiques issues de la collaboration entre Miro et son ami catalan Artigas. Pierre Matisse n'a pas voulu de ces terres cuites. Alors Aimé les a toutes préachetées. Ce sera un énorme succès. Les céramiques seront presque toutes vendues et Pierre Matisse lui-même viendra en acquérir une intimité de travail s'est ainsi instaurée entre Miro et Papy. Donc on voit bien, vous imaginez en 45, vous voyez les œuvres que je vous présente là, vous imaginez une exposition avec ça vraiment. C'était un challenge absolument incroyable. Donc je vous ai dit, Miro et Artigas travaillent à Gallifa, je vous ai montré les photos, ils sont vraiment isolés dans cette montagne. Et très vite, Papy veut que Miro fasse une exposition que de céramique. Alors, on a beaucoup de chance parce que Miro écrivait sans arrêt à mon grand-père, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les fax et tout ça. Et je vous ai pris quelques extraits de lettres de Miro qui sont vraiment absolument bouleversants. Alors, celle-ci, elle était écrite de Montreuil, qui était sa maison familiale au sud de Barcelone. Celle-ci date du 17 septembre 49. Mon cher ami, je suis en pleine forme, persuadé que cette saison 49-50 marquera des coups définitifs. Vous savez que j'ai la pleine confiance en vous. J'ai beaucoup travaillé, terminé la série de sculptures pour les faire couler cet hiver, et beaucoup dessiné et préparé ces nouvelles réalisations en projet. Pilar et Dolores se joignent à moi. Après l'exposition de Miro, Pierre Matisse, qui ne voulait pas les céramiques, en fait, du coup, se met à programmer une exposition de céramique de Miro.
Et du coup, Miro doit non seulement beaucoup travailler pour l'exposition qu'il prépare à Paris, mais également pour celle que Pierre Matisse, alors Pierre Matisse, c'est le fils d'Henri Matisse, type absolument génial, qui avait ouvert une galerie à New York et qui a exposé les plus grands artistes. Alors, voilà encore une autre lettre où Miro parle de la céramique, celle-ci date du 20 août 1954. Mon cher Aimé, j'ai voulu prendre quelques jours de repos en rentrant à Montreuil. C'est pour cela que je réponds avec un grand retard à votre lettre. J'ai eu la chance que Certes vienne passer quelques jours à Barcelone. Je l'ai aussitôt emmené à Palma. Il est enthousiasmé avec notre terrain et il travaille au plan de l'atelier que je vais me faire faire, qui sera splendide. Pendant ces courtes vacances, je mets de l'ordre à mes idées en vue de la réalisation en céramique de tout ce que j'ai ici. Artigas doit venir pour établir une unité avec ce que lui, de son côté, a préparé. Je crois que nous allons faire quelque chose d'hallucinant. J'ai beaucoup pensé à la céramique pour le mât Bernard, mais étant donné la nouvelle formule que notre travail prend, il vaudra mieux que nous voyions ensemble sur le terrain, ce qui n'empêche nullement que vous y pensiez de votre côté. Alors pourquoi Miro parle du mât Bernard? Le mât Bernard, c'est une grande tristesse. Mon grand-père, qui, d'accord, était orphelin de la Première Guerre mondiale, d'accord, avait été déraciné, emmené dans le sud, etc., avait fondé une famille, euh, Marguerite, donc Guiguette, ma grand-mère, ont eu deux enfants, Adrien en 1930 et Bernard en 1942. Et en 1953, le petit Bernard meurt d'une leucémie après des années de lutte. Et c'est comme ça que le mât à Saint-Paul, puisque mes grands-parents, pour Bernard, avaient acheté une colline à Saint-Paul pour que Bernard soit au soleil. Bernard meurt et du coup, mon grand-père, ma grand-mère, ils veulent tout arrêter, les éditions, la galerie, les ateliers d'édition, d'imprimerie qu'ils ont à Paris, etc. Mais heureusement, Braque et Léger leur dit, sortez de votre misère, sortez de votre chagrin, faites quelque chose d'immortel. Léger n'avait pas d'enfant, Braque n'avait pas d'enfant, Giacometti n'avait pas d'enfant, Bonnard non plus, Kandinsky non plus, Fernand Léger non plus. Donc on voit bien ce côté immortel que veut faire mon grand-père. Et au départ, il pense faire une maison pour les artistes. C'est pour ça que Miro parle des céramiques pour le mât Bernard. Et en fait, au lieu d'une maison, ça deviendra la Fondation Mag. Alors c'est trop compliqué là à expliquer, mais le projet est vraiment né pour quelque chose d'immortel. Alors là, Miro va faire un truc extra. Il va embarquer mes grands-parents et il va les emmener aux États-Unis pour oublier un petit peu leur chagrin, ou en tout cas pour s'échapper de leur chagrin, pas oublier. Et il les emmène voir un autre Catalan, José Luis Sert, qui a été l'architecte du pavillon espagnol de 1937 à l'Exposition internationale de Paris. Ce pavillon euh, républicain, c'est dans ce pavillon que était présenté, je crois que je vous l'ai mis un peu plus tard, bon, je le retrouverai un peu plus tard, était présenté Guernica, évidemment, de Picasso, La Fontaine de Mercure de Calder, etc. Alors, Miro continue avec Certes, et une exposition de céramique est programmée en 1956 à la Galerie Mag. Elle s'appelle Terre de grand feu. Le titre a été repris d'ailleurs par la galerie Pierre Matisse la même année, en décembre 56. Voilà l'affiche originale en litho de Miro pour l'exposition de Paris. Donc on voit Galerie Mag, Terre de grand feu, Miro et Artigas. Voilà Miro dans la galerie. Et la photo du bas, c'est mon grand-père et Miro en 1956 préparant cette exposition. Alors, dans le fameux Derrière le miroir, qui est les, su- les sublimes publications qui accompagnent les expositions de mon grand-père, Miro fait non seulement des lithographies originales, mais il fait même des lithos où il reprend les notes d'Artigas, où on voit les compositions presque chimiques, aussi bien pour les couleurs que pour les terres, etc. Et Miro en fait des lithos. Et on voit là, euh, à droite, Pepito Artigas. Alors, il a le fameux bonnet des Catalans de l'indépendance face au franquisme, évidemment.
Alors, voilà d'autres assiettes de 1956. Tout ça a été présenté à la Galerie Mag en 56. Et on voit que, d'accord, il fait des plats et des assiettes, mais il reste dans ses compositions très, très, très inspirées, très, avec des formes tout à fait protéiformes, justement. Alors, ça, c'est pour moi une photo très importante à gauche. C'est Miro et Artigas qui admirent les peintures rupestres de la grotte d'Altamira. Altamira, ça a été une des premières grottes découverte avec des peintures rupestres. Elle a été découverte au 19e siècle. Et évidemment, ça a été, vous imaginez, pour Miro. Et on voit bien, là, je vous ai mis à droite le dessous d'un vase de Miro et d'Artigas. Alors, Artigas signait toujours en majuscule. Miro a toujours cette... Et on voit bien que Artigas, il inscrit sa signature dans la matière, alors que Miro va la rapporter comme un peintre et souvent, il y a les deux dates, comme je vous disais, celle de la forme et celle de la structure. Alors, regardez l'inventivité. Là, on n'est pas du tout, quand on va comparer, alors je ne veux pas dénigrer la céramique de Picasso, parce que c'est fantastique aussi, mais là, c'est vraiment inventé. Imaginez ces céramiques, voilà, elles ont 70 ans maintenant, elles ont plus de 70 ans. Alors, à gauche, c'est une très grande, elle fait plus d'un mètre de haut. Au centre, c'est assez intéressant parce que cette planche, elle s'appelle en réalité planche à repasser. C'est vraiment la suite des objets surréalistes de Miro. À droite, on a le coq, vous voyez, c'est très, très, très inventé. Mais il fait aussi des formes, alors très, très, très artigas, très épurées, comme ce très grand vase, mais ça fait 60 centimètres de haut, donc ce sont des prouesses également techniques, ou ces immenses rochers à droite, où vraiment Miro, et là, c'est pour ça que j'ai aimé je vous remets cette photo où Miro et Artigas sont dans la grotte Altamira, parce que je trouve qu'il y a un côté rupestre dans l'œuvre de Miro absolument extraordinaire. Alors, euh, la céramique de Miro est tellement enthousiasme vraiment les professionnels de l'art que lui est commandé pour l'UNESCO euh, un immense mur et finalement Miro va décider de faire deux œuvres monumentales, l'une qui va s'appeler le mur de la Lune et l'autre le mur du Soleil. Elles sont achevées en 1958. Alors, est-ce que je vous les ai mises là? Non, je ne sais pas mises là. On va les voir un peu plus tard. Et pour cette réalisation, Miro va, bon, bien sûr, elles sont installées dans le bâtiment de l'UNESCO et il va recevoir le Grand Prix Guggenheim. Alors, je vous ai mis cette photo, tout à l'heure, je vous parlais de Montreuil. Alors, Montreuil, c'est la maison familiale de Miro, presque en bord de plage au sud de Barcelone. C'est là où il a peint la ferme, etc. Et c'est là où Miro s'est réfugié quand tout jeune, il a fait une dépression terrible. Il était en train de faire des études d'économie et de commerce plutôt que d'économie d'ailleurs. Et il a fait une vraie dépression. Il est parti se réfugier dans la maison de campagne et c'est là où il a pris la décision définitive d'être un artiste. Et on voit que son atelier, regardez comme la terre cuite est présente, le sol, le plafond, on est vraiment dans quelque chose de très minéral et c'est pas étonnant que Miro se soit passionné pour la céramique. Alors Miro a fait un nombre incalculable d'expositions de peintures, de dessins, de gravures, de sculptures avec mon grand-père et il a fait trois expositions. Alors la première exposition Miro en solo à la Galerie Mag, c'est en 1948. Euh, et c'est drôle parce que le nom de la maison d'édition de mon grand-père, au départ, ça s'appelle Pierre à Feu. Et vous voyez, on est vraiment, quand après on fait Terre de Grand Feu, etc., euh, il y a des rapprochements qui sont au-delà juste de l'amitié. Il y a quelque chose presque de surnaturel, surréaliste et surnaturel dans le rapprochement entre Miro, mon grand-père, et les Catalans, etc. Donc, première exposition Miro 1948, première exposition exclusivement de céramique 1956, encore que de céramique, c'est 1961 pour les céramiques que Miro fait pour Harvard, et 1963 encore avec Artigas que de céramique. Alors voilà l'affiche
de, de l'exposition de 1963. Et puis à droite, je vous ai mis, j'adore cette affiche. D'abord, j'adore l'écriture de Miro. Je trouve que c'est une œuvre d'art juste en écriture. Mhm. Il a fait cette affiche très belle avec, en hommage à José Luis Sert et à Artigas. Voilà les trois Catalans réunis. Ils ont à peu près tous le même âge, hein. Le plus jeune, c'est Sert. Il a une dizaine d'années de moins, je vous dirai tout à l'heure exactement. Alors, voilà le fameux mur de la Lune et mur du Soleil. Alors, en haut, c'est le mur du Soleil. On est également à Galifa. Et vous voyez que Miro fait une maquette en papier euh, pour faire ces deux très grands murs pour l'UNESCO. Et c'est ça qui est formidable, alors qu'ils ont des très grands ateliers. Plus tard, ils construiront même des hangars pour travailler la céramique monumentale. Eh bien, ils sont dans la nature, les maquettes sont dans la nature, et vraiment le rapport de Miro à la nature, je trouve qu'il n'est même pas encore, c'est formidable parce qu'on a encore des centaines d'expositions Miro à faire, tellement les sujets sont vastes, mais un de ceux qui pour moi me touche le plus, c'est ce rapport extraordinaire à la nature. N'oubliez pas que Miro disait, je travaille comme un jardinier. Alors voilà, le mur de la Lune à Oui, gauche, qui est la entendu. puis la réalisation. Et Mhm. le mur du soleil en bas, c'est un mur qui fait 15 mètres, qui au départ a été installé à l'extérieur et qui, pour protéger, parce qu'à Paris, les pluies sont assez acides, a été maintenant installé à l'intérieur et on peut le visiter, hein. L'UNESCO ouvre ses portes régulièrement. Alors, comme je vous disais, pour ces deux murs, Miro reçoit le prix Guggenheim. C'est un prix qui était décerné tous les 2 ans. Et le premier à le recevoir, c'est Miro. Il les reçoit des mains du président des États-Unis, Eisenhower à l'époque. Et voilà Miro à la Maison-Blanche. Cette photo a été prise à la Maison-Blanche pour recevoir le prix Guggenheim. Et on voit donc Eisenhower à gauche, Miro à droite, et derrière, on voit Pilar, la divine Pilar, la femme de l'épouse de Miro. Alors, Miro fera énormément de céramique monumentale euh, pour Harvard, hein, je vous disais Cambridge et Harvard, quoi, Cambridge à Harvard, en 1960. Alors, celle-là est pas immense, elle fait que 2 mètres par 6 mètres. Alicia pour le Guggenheim Museum. Cette céramique en bas, elle est toujours au Guggenheim de New York, mais ils ont construit un mur devant pour pouvoir, en fait, qu'elle soit pas là en permanence. Donc, on ne la voit pas, elle est malheureusement cachée du public. Ils vont sans doute un jour la ressortir, mais elle est toujours restée sur place. Elle fait également 6 mètres de long. Alors voilà à Galifa les ateliers qu'ensuite ils se sont fait construire. On voit là le mur pour Osaka. C'était pour l'exposition universelle de Osaka. Et également un très grand mur. Là, on voit que Miro travaille directement, aussi bien sur des maquettes que sur des carreaux. Ils ont eu l'intelligence de faire des sortes de morcellement. Ils font d'abord des carreaux de céramique. Miro va dessiner sur les carreaux de céramique qui sont ensuite émaillés. Alors, la plus grande, mais qui n'est pas tout à fait de la même technique, c'est le mur de l'aéroport de Barcelone, qui a été faite en 1970. Elle fait 50 mètres de long. Mais là, c'est différent. C'est comme une mosaïque, en fait, gigantesque. Ce sont des carreaux de couleurs qui sont assemblés, alors que les autres, ce sont des, 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 des- des peintures émaillées. La plus grande en hauteur, c'est celle qui est juste à côté de la place d'Espagne, à Barcelone également, qui s'appelle Femme et Oiseau, qui fait 22 mètres de haut. Et puis celle qui, malheureusement pour moi, a été entachée de sang terriblement, c'est celle qui est sur les Ramblas, puisque l'attentat sur les Ramblas où un terroriste a foncé sur la foule, c'est malheureusement sur cette sublime mosaïque en céramique sur les Ramblas, et qui fait à peu près 8 mètres. Et c'est ça qui est formidable, c'est que bon là, c'est juste en face de la rue de l'enfance de Miro, et il y a des milliers de gens qui marchent dessus et qui peut-être ne se rendent pas compte qu'ils marchent sur une œuvre de Miro. Alors tout à l'heure, je vous parlais du pavillon espagnol. Voilà ce fameux pavillon espagnol. On a Guernica au fond, avec José Luis Sert comme architecte. La fontaine de Mercure de Calder, qui est au premier plan, qui maintenant est installée à la Fondation Miro, d'ailleurs, de Barcelone.
sculpture faite avec du mercure qui coule, hein, c'est incroyable. Le mercure qui est tellement toxique, eh bien, Calder a fait une fontaine de mercure en hommage aux ouvriers métallurgistes qui ont été les premiers à se mettre en grève au moment du franquisme. Le pavillon espagnol est incroyablement moderne. Et Miro a réalisé à droite Le Faucheur, cette peinture qui fait plus de 5 mètres de haut et qui a disparu, imaginez-vous. On ne sait pas si, a priori, elle aurait été décrochée, mais peut-être elle a été détruite avec le pavillon. Alors, il y a une très belle photo de Miro en train de peindre quoi. Une seule, il existe que 3 photos, c'est incroyable, de cette œuvre absolument gigantesque. Alors pourquoi je vous parle de Certes? Parce que ce projet de maison que veut faire mon grand-père devient en réalité un projet d'un village. Pourquoi? Parce que a été découvert dans la forêt où mon grand-père veut faire construire cette maison pour les artistes. Il découvre en faisant débroussailler les vestiges d'une chapelle médiévale. Or, cette chapelle était dédiée à Saint Bernard. Mes grands-parents y voient évidemment un signe d'une telle puissance que Georges Braque dit, eh bien, on ne va pas construire une maison pour les artistes, on va d'abord reconstruire la chapelle. C'est pour ça que Braque va faire le vitrail, Hubac le chemin de croix et d'autres vitraux. Et si vous allez à la Fondation, ne ratez pas la chapelle. C'est un endroit absolument mais bouleversant. Il y a une force tellurique là-bas Mm, qui, moi, me colle au absolument. plafond, je ne sais pas comment vous dire. Et il y a dans la chapelle les vestiges qui ont été trouvés de la chapelle Saint-Bernard. Alors, je vous disais, Miro a embarqué mes grands-parents aux États-Unis pour aller rencontrer Certes. Certes est l'architecte qui a la chaire d'architecture à l'Université de Boston. Et tout de suite, certes, s'engouffre dans le projet, mais comme Giacometti s'engouffre dans le projet, comme Calder, comme Talquat, comme Miro, bien sûr, comme Braque, comme Léger, comme tous s'engouffrent dans ce projet. Et voilà Miro, avec son copain, certes, devant la maquette de la fondation. Et à gauche, je vous ai mis un petit plan, et on voit cet immense labyrinthe de Miro, qui est vraiment une partie gigantesque de la fondation. Alors, la fondation est inaugurée il y a 60 ans cette année, quand même, 28 juillet 1964. On voit ma divine sœur Flo qui porte un coussin sur lequel est posée la clé pour ouvrir la Fondation Mag, mon grand-père à gauche, la petite bouille de Miro qui est derrière, en arrière-plan, évidemment, il est toujours là. Malraux qui, en bon professionnel de la communication, regarde les objectifs, ce qui n'est pas le cas de mes grands-parents, qui ont les yeux posés sur ma sœur Flo et moi. Nous voilà toutes les deux euh, pour déclarer la Fondation Mag ouverte avec notre troisième sœur quoi, ma deuxième sœur, donc les 3 sœurs. Voilà la Fondation Mag à droite. Beaucoup de choses sont en céramique ou en terre cuite. Et Miro, bien sûr, fait partie de l'aventure. Alors là, c'est la photo qui est prise la veille de l'ouverture de la Fondation. On va dire c'est le clan le plus resserré. À gauche, Talquat, qui a aussi a fait un mur très important avec euh, comme un mur rupestre, Palazuelo en espagnol, Louis Clayeux, le directeur de la galerie à l'époque, ma grand-mère, qui était très malade d'ailleurs à cette époque, on ne lui a pas encore posé son pacemaker, mon grand-père, toujours chicissime, Raoul Hubac, magnifique avec ses beaux yeux bleus. Donc en bas à gauche, José Luis Sert, le catalan, Miro, le catalan, Artigas, le catalan, Joannette assis au tout premier plan avec les tongs, Joannette qui est le fils de Artigas, Joannette Gardi Artigas, le catalan, mon papa est derrière, Adrien avec le t-shirt plus foncé, et Chilida à droite, le basque. Bon, ça fait quand même beaucoup d'Espagnols. Un, 2, 3, 4, 5, 6 avec Palazuelo. Donc on voit à quel point l'Espagne est importante pour mon grand-père. D'ailleurs, il ouvrira une galerie à Barcelone en 74. Alors, ça, c'est vraiment le clan le plus resserré. Voilà les 3 qui travailleront le plus sur la céramique. À gauche, vous avez Pepito Artigas, au milieu, Miro, et à droite, Joannette. Et c'est ça qui est formidable, c'est que Joannette
va complètement prendre la suite de son père et va être indispensable à la réalisation des céramiques de la Fondation MAG, parce qu'il faut savoir que au moment de l'inauguration de la fondation, eh bien, Artigas a déjà à peu près 70 ans, je crois, il a 70 ou 71 ans. C'est très physique et heureusement, il y a Joannette qui est là et voilà comment les céramiques sont absolument divinement signées. Je vous avais préparé plein d'autres lettres absolument démentes et je crois que ça va être trop long. Mais il y a de tellement beaux extraits de lettres. Miro est enthousiaste. euh, voilà, là je lis. J'ai travaillé avec Artigas. Nous travaillons des pièces monumentales. Je crois que vous en serez impressionnés. Toujours à écrire à mon grand-père, hein. Quand vous viendrez ici cet hiver, il faudra étudier la manière de les présenter à Paris. Et frapper un coup, ça vaut la peine. D'accord pour la grande céramique pour le musée de Zurich. J'en ai parlé à Pépito. Il est emballé. Comme point de départ, nous allons nous servir de techniques délaissées depuis des siècles et qui me donnent de très grandes possibilités pour m'exprimer. Le technicien qui est venu l'autre jour m'a montré et offert une collection de dernières photos de la fondation en préparation. C'est une très grande beauté. J'ai hâte de collaborer moi-même à cette glorieuse entreprise. Miro est d'un enthousiasme tout le temps. Il est créatif, inventif. C'est absolument magnifique. Il y en a une qui est très très drôle parce que celle-là, elle date de 1961. Elle est écrite de Palma de Majorque, car Miro, tout à l'heure, je vous ai lu un extrait où Serre doit venir voir le terrain où il veut se construire un atelier. Et donc, il habitera ensuite à Palma. Et on n'imagine pas ce qu'était Palma de Majorque en 61, mais le début de la lettre de Miro, je vous assure, moi je trouve ça truculent. Euh, Cher aimé, j'étais très heureux de vous entendre, etc. La Mercedes marche très bien et l'essence est arrivée à temps prévu. Mon grand-père a expédié à Miro, à Palma, une Mercedes, mais il n'y a pas d'essence sur l'île de Palma. Il faut faire venir l'essence du continent. Ça paraît invraisemblable. Voilà, tout ça est magnifique. Miro va faire également des très grandes céramiques pour IBM, mais son grand projet, celui qui réunit tous ces Espagnols, c'est la fondation. Voilà mon grand-père avec dans le jardin, dans le labyrinthe Miro. Donc mon grand-père est à gauche, toujours chic. Miro est à droite, toujours, euh, on va dire, concentré dans ses explications. À droite, il est avec son copain Calder dans le labyrinthe Miro, devant l'oiseau lunaire, à l'arrière-plan, il y a l'oiseau solaire. Ça, ce sont des marbres de Carrare. Et voilà des œuvres incroyables que Miro a faites pour le labyrinthe. J'ai même pas pu toutes vous les mettre tellement il y en a. Car il y a aussi le fond des bassins. On croit que le fond, c'est juste des carreaux cassés. Non, il y a aussi un dessin de Miro dessus. Et ça, c'est, comme on est dans le labyrinthe, eh bien, c'est le grand arc ou le Minotaure, évidemment. Et Miro va faire des inclusions de céramique sur cette immense sculpture, qui est la première sculpture en béton au monde. Et je peux considérer que quelqu'un me donne tort, que le labyrinthe donc qui est élaboré à partir de 1961, est la première œuvre monumentale de land art, ce que après les Américains appelleront le land art, c'est-à-dire vraiment d'utiliser la nature comme élément de l'œuvre réalisée par l'artiste. Alors celle-là, le grand arc, il est en béton, et Miro, au marteau-piqueur, va faire des incisions et va faire des inclusions de céramique. Voilà un bout du labyrinthe. On voit que Miro a peint le dessus des murets. Alors, mon grand-père, il était écolo bien avant la lettre. La fondation a été classée HQE, c'est-à-dire haute qualité environnementale, un des premiers bâtiments publics à avoir ce, ce qualificatif. Et toutes les pierres du labyrinthe sont en fait des pierres d'extraction. Ils voulaient que tout vienne localement. C'est absolument extraordinaire leur pensée qu'ils ont tous les deux, extrêmement respectueuse de la nature. D'ailleurs, on le sait, la fondation s'est glissée dans la nature. Elle ne l'a absolument pas dénaturée. Euh, Il n'y a pas eu d'arbres coupés, il n'y a pas eu de pelleteuse dramatique, quoi. Tout est vraiment fait euh, pour se glisser dans la nature, la sublimer et non pas s'en servir. C'est toujours pareil, hein. Servir ou se servir.
Voilà, Pilar, magnifique, ce sourire, toute mon enfance. J'ai revu il n'y a pas très longtemps des photos à mon mariage. Bon, Miro venait juste de mourir, quoi, il était mort un an avant. Et bien sûr, Pilar était à mon mariage, c'était indispensable. Ils sont devant l'œuf, qui est la grande taille de l'œuf de mammouth. Vous imaginez, comme les sculptures de Miro s'appelaient œuf de mammouth, quand j'ai expliqué à l'école que, évidemment, les mammouths pondaient des œufs. Vous imaginez à peu près ce que les éclats de rire dans l'école, et moi je ne comprenais pas du tout. Alors vous voyez là sur la photo en couleur, vous voyez la baie vitrée avec des rideaux. Eh bien ça c'était notre salon, car papy a fait construire d'abord par certes une maison pour ses enfants. Il n'y a pas l'escalier qu'on a ouvert aujourd'hui, mon père a offert cette maison à la fondation pour y installer la bibliothèque de mon grand-père. Mais j'ai grandi en partie dans cette maison, c'est-à-dire qui avait vu sur ces céramiques de Miro qui étaient en train d'être installées. Elle faisait vraiment partie de mon quotidien. Donc, imaginez la hauteur de ces céramiques. Là, c'est complètement dément ce qu'ils ont fait. Alors là, elles ne sont pas tournées, mais c'est le système de faire un boudin de terre qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte comme ça. Et pour ces très, très grandes pièces, les fours ont quasiment été construits autour des pièces. Il faut savoir que Artigas n'utilisait que des fours à bois. C'est ça qui donnait ce vernissé incroyable, que le four mettait plus de 10 jours à monter à 1300 degrés de température, et que pour les très grandes pièces, les fours étaient construits autour des pièces, et des jours de cuisson, et le four était détruit. On ne pouvait pas ouvrir la porte pour voir ce qui se passait. Le four était détruit pour voir la réalisation de la pièce. Voilà, nombreuses autres céramiques. Alors, celle qui est au premier plan avec cette carapace, quoi, ce moulage en céramique de carapace de tortue, s'appelle déesse de la fertilité. C'est un hommage évidemment à la sexualité de la femme, absolument magnifique. L'autre, c'est regarder la taille de cette. Alors, il y a des. Moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a toujours des gens très marrants, les visiteurs. Ça accapare ce jardin complètement. Et il y a un Américain l'autre jour qui m'a envoyé une photo où il pose et il est fan de Obélix et il pose comme s'il portait cette immense céramique comme un menhir sur le dos d'Obélix. Et il a dit hommage aux Gaulois et à Miro. Il m'a envoyé cette photo, j'ai trouvé ça très très drôle. Donc là, il y a également un mur qui a été installé un tout petit peu plus tard. Voilà Miro à côté de cette réalisation. La déesse, elle est incroyable. Elle fait 1,85 m de haut. Vous imaginez la taille d'un four pour sortir ses pièces et le poids. Et le poids. Car en plus, Artigas utilisait beaucoup la terre chamottée, donc avec de l'oxyde de fer dedans, donc extrêmement lourde. Voilà des plaques qui sont sur le campanile ou sur la cheminée de la fondation. À droite, un bout du mur, parce qu'il est très très grand. Les gargouilles, car les fameux impluviums de la fondation, ces toits en forme d'impluvium, sont faits pour récolter l'eau de pluie, car dans la fondation, il y a énormément de bassins, et l'eau coule par des gargouilles comme ça, des sortes de personnages de Miro absolument extraordinaires, entièrement faits en céramique. Voilà, une autre gargouille et d'autres personnages vraiment. C'est l'univers magique de Miro qui vraiment trouve sa place à la Fondation. Et vous imaginez, ces céramiques sont depuis 60 ans dehors. euh, Elles sont en parfait état, elles ont à peine été restaurées pour certaines. Et l'eau coule, la vie coule dans ces céramiques de Miro. Voilà le labyrinthe de Miro le jour de l'inauguration de la fondation, mais il sert régulièrement pour toutes les grandes euh, fiestas que l'on peut organiser à la fondation. C'est vraiment un lieu de vie complet. Vivre dans un labyrinthe, vraiment. Euh, Bravo Miro. Alors si je vous parle vraiment de Miro avec beaucoup d'émotion, c'est me voilà petite à ses côtés. On est justement dans la cour de la Fondation, quoi, dans la cour Miro, ce qui s'appelle la cour Miro. On est en train d'écouter Duke Ellington jouer du piano. Il n'y a pas de spectacle. Duke Ellington joue que pour nous. Papy a fait sortir notre Steinway. Je vous ai pas mis la photo où je joue avec Duke Ellington du piano. J'ai 7 ans.
Ce jour-là, Miro a vraiment changé ma vie, justement à cause de Duke Ellington ou grâce à Duke Ellington. Je crois que sur la photo de droite, on peut voir la tendresse de Miro envers moi et moi la simplicité que j'ai à lui parler très facilement. Alors pour l'anecdote, pour vous dire à quel point j'étais tout le temps collée à lui, euh, Miro disait de moi, Yo-Yo, elle est un comble pour moi catalan, elle est accrochée à mes basques. Voilà cette Absolument flamboyante, hein, à l'image des, on va dire, des œuvres de Miro, hein, tout à fait exceptionnelles. On sent une grande émotion quand vous décrivez l'œuvre de Miro, à côté d'une grande érudition. Alors, Yo-Yo, il y a pas mal de questions. La première étant, quel est le corpus de l'œuvre, en fait, de céramique de Miro? Alors, au catalogue raisonné, je crois que c'est... Alors, le catalogue raisonné inclut bien sûr toutes les céramiques individuelles, mais également les grandes œuvres murales, etc. On est à presque 500, on est à 460 pièces. D'accord. Il a été établi quand, ce catalogue raisonné, par qui? Alors, il y a deux choses. Il y a tout d'abord les archives de la Galerie Mag qui ont toujours compilé absolument tout ce que Miro a toujours fait. C'est d'ailleurs ma marraine qui s'en occupait, une femme démente, démente, puisque c'est elle qui a adopté Baya, cette fameuse artiste algérienne. Marguerite Benoura, Marguerite Camina, euh, a toujours vraiment compilé tout ce que faisait Miro. Mais Miro également a toujours gardé des archives. D'ailleurs, la Fondation Miro de Barcelone a toutes les archives de Miro. C'est absolument passionnant. Alors, édité purement papier, c'est relativement récent, mais sinon, ça a toujours été compilé, y compris par la Fondation Miro de Barcelone. Y compris par cette fondation. Et alors, justement, à qui, cette maison Miro, là, dont vous avez parlé, à qui appartient-elle actuellement? Alors, c'est également une fondation. Ouais, Elle appartenait à la famille de Miro. Miro en a hérité. Ensuite, c'est sa fille, Dolores, qui en a hérité. Et ensuite, ce sont les enfants de Dolores, dont il n'y a aujourd'hui que Joan qui est actif et qui s'occupe très, très bien de la fondation et qui l'a offert à la fondation. ah oui, d'accord. Et alors, vous avez parlé un moment aussi d'une galerie Mag ouverte en 74 à Barcelone. Vendait-elle des céramiques de Miro? Parce que Alors, c'est les la même céramiques, époque? pas vraiment, parce que les céramiques, elles ont surtout été vendues dans les premières années d'exposition de Miro à la Galerie Mag, c'est-à-dire 46, on va dire entre 46 et 50. D'abord parce que Miro a souvent fait des séries importantes, c'est-à-dire que il se réfugiait avec Artigas euh, au nord de Barcelone et il faisait comme ça des grandes séries de céramique. Et il n'y a pas eu vraiment j'ai pas souvenir en tout cas d'une exposition céramique à Barcelone. De toute façon, c'est vrai qu'il y a eu dans les années, ah, on va dire tout début des années 50, fin des années 40, début des années 50, des expositions avec des céramiques à vendre, mais c'était pas vraiment le cœur, évidemment, des expositions que mon grand-père organisait. Par exemple, quand il y a eu à Paris, alors je crois que c'était 76, si je ne me trompe pas, que c'était par là, peut-être un peu avant, à Paris, et ça n'a jamais été refait depuis, le musée d'art moderne de la ville de Paris, plus le Petit Palais, plus le Grand Palais, ont organisé en même temps une exposition Miro. Et les œuvres ont été réparties avec le musée d'art moderne qui présentait l'œuvre graphique de Miro, c'est-à-dire des centaines d'œuvres, et le Grand Palais, les peintures et sculptures relativement anciennes, et le Petit Palais, les sculptures récentes et quelques peintures récentes. Donc on voit, ça n'a jamais été refait qu'un musée de la ville de Paris plus euh, deux musées de la ville de Paris plus un musée national, qui est le Grand Palais, s'accordent à faire le même artiste en même temps. Vous imaginez, c'était. Alors, il faut dire évidemment que le Centre Pompidou n'existait pas, n'avait pas encore ouvert. Donc, c'était un événement immense.
et il n'y avait pas eu quasiment de céramique exposée. En revanche, dans la grande rétrospective qui a eu lieu il y a quelques années à Paris, il y a quoi, il y a 3 ans maintenant, il y avait tout un espace consacré aux céramiques. Et je pense que énormément de gens ont découvert les céramiques de Miro à ce moment-là. Et alors, enfin, j'imagine que dans votre famille, vous avez collectionné les céramiques de Miro. Et à part votre famille, y a-t-il eu des grands collectionneurs des céramiques de Miro? Ou c'était Euh, très international? C'était quoi comme oui, collection? Aux États-Unis, vous savez que le Hein. système américain, notamment, est très très différent du système français pour les musées. C'est-à-dire que euh, ce qui permet d'ailleurs souvent des acquisitions magnifiques. Au lieu que ce soit des commissions d'achat avec de l'argent public, ce sont principalement des donations qui alimentent aussi bien le MoMA que le Guggenheim, que le Metropolitan, notamment à New York. À Los Angeles, ça va être aussi des grandes collections, l'ACMA, etc. Ce sont en réalité des donateurs privés qui font des donations. Et, et grâce à des donations importantes, le MoMA des céramiques de Miro, mais presque toutes, je crois d'ailleurs toutes, sont venues par des donations. Ah oui, donc il y a eu des grands collectionneurs. Et alors là, j'ai une question. Le faucheur de Miro, on n'a plus de traces, elle est perdue, là, cette œuvre que vous aviez évoquée. On n'a aucune trace. Euh, il y a deux versions. La version est que, puisque le pavillon était un pavillon éphémère, que l'œuvre aurait été détruite avec le pavillon. Et une deuxième version qui aurait repérer, identifier cette très grande toile, parce qu'elle faisait quand même 5,50 m de haut, je crois, aurait été vue après la démolition du pavillon, mais on n'a jamais retrouvé trace de cette œuvre. Peut-être elle ressortira un jour. Peut-être, oui. Alors, et vous avez parlé de l'attentat de Ramblas. Là, l'œuvre a été complètement restaurée, mais vous disiez qu'en fait, racontez-nous cette histoire de... Oui, alors la mosaïque, qui est une mosaïque de céramique, hein, c'est pas de la mosaïque de pâte de verre, c'est de la céramique. La mosaïque sur les Ramblas euh, était évidemment très abîmée puisque on marche dessus. On marche dessus, il y a des mobylettes, des vélos, des trucs, des chariots, quoi, tout le monde. Et surtout, dans un des coins des Ramblas, les plus touristiques, donc c'est des milliers de personnes qui marchent dessus toute la journée. Donc quand même, la céramique avait été très abîmée, très usée. Euh, et quand il y a eu, après l'attentat, je ne pense pas que ce soit à cause de l'attentat, car l'attentat, il ne faut pas oublier, ça n'a pas été une explosion ni quoi que ce soit, mais c'est un terroriste qui a roulé dans la foule, qui a percuté des personnes jusqu'à les tuer, évidemment, en roulant notamment sur cette mosaïque céramique de Miro. Alors depuis, elle a été restaurée. Je crois que le projet de restauration datait d'ailleurs d'avant l'attentat. Et ils ont refait tout simplement, d'ailleurs avec la collaboration du fils d'Artigas, ils ont refait les carreaux de céramique qui avaient été usés ou ébréchés. Donc Mhm. maintenant, elle est superbe, hein, ça vaut le coup d'aller la voir. Ça, vous le connaissez là-bas. Là, peut-être une dernière question. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous préférez dans l'œuvre de Miro? Ce sont ces céramiques, ces toiles, ces Je peux pas gravures? préférer quelque chose parce que ce sont des univers différents. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ce que je vous disais au début de mon intervention. Miro n'a pas, sauf quelques exceptions, illustré des plats ou illustré des vases. Il a créé des formes. Donc, la, la- les céramiques de Miro ne ressemblent pas, même si elles sont cousines des sculptures, et elles sont un peu aussi cousines des peintures. Euh, si je devais avoir quand même une tendresse, mais là c'est très personnel et c'est pas du tout par rapport à la qualité de l'œuvre, c'est sur les estampes, les gravures et les lithographies. Pour multiples raisons. D'abord parce que euh, euh, Miro, mon grand-père, son premier métier d'ouvrier, c'est d'être lithographe. Ensuite, c'est vrai que moi, j'ai l'odeur de l'encre dans l'imprimerie de mon père. Vous savez, c'est ma petite Madeleine. Et puis, il faut pas oublier que mon grand-père, dans sa propriété à Saint-Paul, avait fait construire des ateliers principalement pour Miro, mais où tous les artistes ont travaillé. Euh,
des ateliers de gravure, avec la plus grande presse que l'on avait pour gravure là-bas. Bon, bien sûr aussi des ateliers de céramique où beaucoup d'artistes ont travaillé. Euh, et puis, c'est aussi l'ampleur de l'œuvre gravée de Miro qui, moi, me passionne. D'abord parce que petite, comme je vous disais, ma marraine, Marguerite Bennoura, qui vivait en partie dans les stocks, euh, inventoriait tout ça. C'était elle qui faisait, il y a des très jolies lettres d'ailleurs de Miro, où Miro dit qu'il faut qu'il vienne encore signer des tirages avec Marguerite. Donc elle me faisait ranger, elle m'apprenait à manipuler le papier. Voilà, donc là, c'est une vie très personnelle. Je vous dis, c'est plutôt des, des, des réminiscences de petite fille qui me font être passionnée pour l'œuvre gravée de Miro, qui compte quand même des milliers de numéros. Et, et c'est comme un jeu, vous savez, on peut jouer je sais pas, au memory quand on est enfant. Moi, je joue avec les gravures de Miro, j'en vois un tout petit bout et j'essaie de me souvenir et du titre et du nombre de tirages et de l'année. Voilà. Et puis presque toutes ont été imprimées chez nous. Ah ouais. Et c'est combien de gravures, vous savez à peu près? Écoutez, il y a 6 volumes uniquement pour les lithographies Ouais. et il y a 4, 5 volumes pour les gravures et il y a un énorme volume pour les livres illustrés. Donc, c'est vous dire, C'est considérable. il y a quasiment 10 volumes pour l'œuvre gravée de Miro. Mais en fait, ça a contribué à sa réputation, en fait, certainement. Oui, Parce que, avec aussi une très intelligente stratégie. Là, j'ose parler de stratégie de mon grand-père, puisque c'était aussi une stratégie. Alors, c'était pas une stratégie commerciale, étonnamment. C'était une stratégie de notoriété. Je dirais que c'était la même. euh, un des succès de mon grand-père a été, pour ses expositions, de faire ces fameux Derrière le miroir, qui sont des grands cahiers en lithographie qui accompagnaient avec des textes originaux et des gravures originales les expositions. Le succès de mon grand-père aussi était de les offrir les soirs de vernissage, ce qui lui permettait hmm, d'avoir tous les étudiants, etc. Il faisait la même chose avec les affiches. Dès que la Fondation Mag s'est ouverte en 1964, euh, c'est pas un hasard si l'imprimerie Mag, celle de mon père, Arte, s'est ouvert également en 1964 parce que la Fondation avait besoin d'un outil éditorial et d'impression important. Et donc, l'idée était que les affiches étaient distribuées à tout le monde. Donc, vous aviez les affiches, les reproductions, les gravures originales, et après, on passait au dessin. Donc, finalement, pour que tout le monde puisse avoir accès à une œuvre originale de Miro, c'est-à-dire qui ne soit pas une reproduction euh, qui rapetisse l'œuvre ou qui dénature l'œuvre, c'était évidemment de diffuser l'œuvre de Miro par des gravures. mais c'est sûr que votre grand-père était précurseur, visionnaire. Parce que Il maintenant, bah, était c'est évident. ultra précurseur, Et euh, visionnaire, les complètement deux. visionnaire. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, yo-yo, je crois que Euh, nous allons vous remercier. Vous avez eu la chance de vivre parmi les plus grands et vous en découvrez encore, là, puisqu'on va vous souhaiter une belle réussite pour votre exposition au Château de Malray avec Thierry Lefort, dont on attend beaucoup, un artiste franco-hollywoodien, donc c'est vraiment fabuleux pour nous tous. Merci Yo-Yo et bravo dans la découverte de vos